Monsieur Said Hamd Ghazali, ancien ministre de l'Énergie, ancien Premier ministre, ancien directeur général de Sonatrach, salutations respectueuses. À l'occasion de la nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971, vous avez animé une conférence de presse au siège du forum d'El Moudjahid. J'avais l'intention de revenir sur la question des contrats de Sonatrach, du ministère de l'Énergie et de l'État algérien, avec des détails chiffrés et une estimation des pertes de l'Algérie dans ses ventes internationales. Mais en vous ayant suivi de très près ce qui allait se faire à l'occasion du 24 février 1971, et n'ayant trouvé que votre conférence de presse, donc elle tombait à pic, elle a confirmé ce que nous avions pressenti, ce que j'ai pressenti plutôt, il y a plus de 3 semaines. Donc aujourd'hui, au lieu de revenir sur les chiffres et la nature des contrats signés par Sonatrach, je préfère plutôt me concentrer sur les 3 minutes que j'ai écoutées de votre conférence de presse. Je dis bien 3 minutes, pas plus et pas moins. Ce sont les 3 minutes centrées autour de la 43e minute. C'est tout. Donc, je concentrerai mon intervention sur ces 3 minutes, ni plus ni moins. Et à chaque fois que je sortirai de ces 3 minutes, je fournirai des arguments, des explications et probablement des objectifs. Donc, dans ces 43 minutes, dans ces 3 minutes, autour de la 43e minute, c'est-à-dire la minute 42, 43 et 44, probablement 30 secondes en plus, 30 secondes en moins de chaque côté. J'ai entendu dans un arabe dialectal, dans votre arabe dialectal, des mots ليقولك ثورة أنا وأنا. Là, mon sang est resté froid. Mais vous dire que j'étais choqué, oui. Choqué par ces mots autour de Fawra. Ça, c'est un choc terrible, hein. Mais mon sang est resté froid. Hein. Il a circulé normalement dans mon corps et dans mon cerveau. Pour les autres accessoires, les autres points accessoires, qui sont devenus par la force des choses accessoires, j'en parlerai très rapidement. Donc, vous avez dit l'Iqul Thawra Ana wa Ana. J'ai arrêté, du moins, j'ai écouté un petit peu à gauche et à droite de ces mots-là. J'ai arrêté. Said Hamd Ghazali, suis-je surpris? Non. Un ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a eu à peu près le même temps vis-à-vis de la révolution algérienne et non pas de la guerre de libération nationale. Pour nous, il s'agit d'une révolution qui s'est terminée d'une manière en apothéose avec une guerre de libération nationale de 1954 à 1962. Vous avez eu à peu près le même temps. Ok. Said Hamd Ghazali, quand j'aurai terminé avec mes mots pour vous, je m'adresserai à Yanis Varoufakis. J'ai lu son livre
Vous allez voir comment je collerai aux intérêts, aux intérêts de ma patrie et de la nation algérienne. Yanis Varoufakis est un Grec, ancien ministre des Finances de la Grèce durant la tourmente. Ça, je laisse après. Donc, اللي يقول لك ثورة تاع الجزائر أنا وأنا يكذب. Ok. Vous avez dit aussi que les Algériens doivent être derrière l'armée. Ça, c'est un autre choc. Je parlerai de l'armée maintenant. Okay. Mais je vais faire de mon mieux pour rester dans la hauteur. L'esprit de Hussein Ahmed est là. L'esprit de Hussein Ahmed me hante avec tous ces efforts gigantesques qu'il faisait pour rester dans la hauteur. Alors que vous, vos semblables, vous étiez dans la mesquinerie politique et politicienne. Voilà. En 1971, donc le 24 février 1971, Ouali Boumediene a décidé de nationaliser les hydrocarbures algériens. C'est un acte révolutionnaire de premier niveau. Ça, c'est le top du top. On a décidé. Le 24 février 1971, la patrie Algérie était encore un enfant. La patrie Algérie était encore la patrie Algérie était encore un enfant. Cette patrie Algérie qui était encore un enfant et qui allait commencer une autre guerre contre le sous-développement, contre ce qu'elle a subi durant la guerre d'extermination de la France, dirigée actuellement par son roi Emmanuel Macron, et qui fait sa roi en Algérie. Sans la révolution algérienne, vous n'auriez jamais été un cadre supérieur de la nation. Vous n'auriez jamais dirigé son attaque, vous n'auriez jamais été ministre des Affaires étrangères, vous n'auriez jamais été ministre de l'énergie, vous n'auriez jamais été Premier ministre. Ça, si la France vous installe dans un poste crucial, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez, quand vous parlez de la guerre d'Algérie, nous pensons révolution algérienne. Du moins, moi, je pense révolution algérienne. Il faudra réfléchir pendant probablement 40 jours avant d'intervenir dans ce genre de débat. Vous avez déclaré que vous étiez, que Ouali Boumediene vous a mis dans la confidence avec l'aide à l'islam sur la nationalisation des hydrocarbures. Là, je pense, c'est à vous allez quand je dis je pense, ça veut dire que je suis sûr et certain. Donc, je pense que vous avez forcé, et même trop forcé, sur cette affirmation. Avec tous les dangers que risquait l'Algérie avec une telle décision, Ouali Boumediene a certainement
des hommes et des femmes à qui il allait se confier avant vous et avant Blaise Absalem. Me diriez-vous que ce sont juste des affirmations? Oui. Je vous donne maintenant un argument. Le génie algérien, le génie de la révolution algérienne, le génie de la guerre de libération nationale a permis à des hommes et des femmes de doter l'Algérie d'une banque centrale à partir de 1963, a doté l'Algérie d'une monnaie régalienne en 1963, même si le décret de création de la banque centrale et du dinar algérien est de janvier 64. D'accord? Ça, c'est le génie. Donc, je suis sûr et certain que Boumedienne se serait adressé d'abord à ces hommes et femmes peu connus de la nation algérienne, y compris de moi-même, avant de s'adresser à vous. S'il a mis dans la confidence Blaise Absalem, c'est à son honneur d'abord, et c'est une reconnaissance du caractère patriotique du comportement de Blaise Absalem. D'accord? Je me fais rester dans la hauteur. Hein. Peut-être que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas venir sur ce niveau-là. Probablement. D'accord? C'est un dosé. Depuis que vous aviez été mis dans le secteur de l'énergie et dans les circuits politiques de l'Algérie, combien de contrats de Sonatrach ont été bidonnés, ont été criminels? À la minute où je vous parle, combien de responsables du secteur de l'énergie sont en prison et combien de responsables du secteur de l'énergie risquent d'y aller en prison? D'accord? Parlons de prison là. Suis-je heureux que des hommes et des femmes soient détenus? Pas du tout. Mais c'est un fait. Aussi, dans vos mots de ces 3 minutes, vous avez dit il faut que la nation algérienne soit derrière l'armée. Et il faut la justice, et vous avez freiné sur la justice. Okay? L'un des spécialistes de l'information énergétique et de l'information économique en Algérie, c'est Hassan El-Khari. Il est en prison. Avez-vous pensé aux détenus politiques algériens? Avez-vous ouvert la voie, du moins? Avez-vous suggéré leur libération immédiate avec dédommagement? Non. Vous avez dit qu'il faut un pays sans justice et vous avez insisté sur sans justice, etc. etc. C'est un douzaine, vous avez beaucoup de retard sur la justice algérienne. La justice algérienne est privatisée. Ah. Maintenant, j'arrive au plus important. On me dit que la nation algérienne doit être derrière les généraux. Êtes-vous sérieux? La patrie Algérie a été libérée par des civils. D'accord? Si vous êtes d'accord avec moi sur ça, vous pouvez continuer à m'écouter. Sinon, allez-y, prendre une bière, un whisky ou j'ignore. L'Algérie a été libérée par
des civils par des femmes qui se sont fait violer, par des enfants qui ont été asphyxiés, par la nation algérienne victime d'un crime en dépossession à ce jour, qui court à ce jour. C'est un Ghazali, sans la révolution algérienne, sans la guerre de libération nationale, vous seriez peut-être tapis quelque part, en France, aux États-Unis, peut-être, universitaire, probablement. Les généraux de l'armée algérienne, c'est un Ghazali, doivent être derrière la nation algérienne. Ce sont eux qui doivent être derrière la nation algérienne. La nation algérienne décidera de ce qu'elle veut et l'armée algérienne exécutera ce que la nation algérienne veut. Si les moyens d'action et de réaction de la nation algérienne nécessitent la réaction de l'armée, nécessitent une réaction militaire. D'accord? C'est un Ghazali, ça fait depuis que j'ai commencé à faire ce genre d'intervention qui me dégoûte. Parce que l'Algérie va aller vers des problèmes beaucoup plus complexes. Elle est dans des problèmes beaucoup plus complexes. Elle est dans une guerre hybride. Cette guerre hybride ira crescendo. Je consomme mon temps à ce genre de réaction. C'est un Ghazali. Après vous, je m'adresserai au Wali de Tizi Ouzou et à certains universitaires de Tizi Ouzou sur un sujet presque en rapport. Combien de livres avez-vous écrits depuis que vous avez quitté la sphère politique, depuis que vous avez quitté, depuis que vous êtes libre? Combien de livres avez-vous écrits? À ma connaissance, zéro. Ok? Mesdames, vous avez été Premier ministre en 92. Vous avez fait partie de ceux qui ont accueilli Mohamed Boudiaf, l'aéroport d'Alger. Qu'est devenu Mohamed Boudiaf dans votre esprit? Qu'est devenu Mohamed Boudiaf dans votre cœur? Qu'est devenu Mohamed Boudiaf dans le cœur de la patrie, dans l'esprit de la patrie? Parce qu'il y a des Algériens et des Algériennes qui ont raté de connaître des hommes comme Mohamed Boudiaf, comme Kem Qassem, comme Hussein Ahmed. Il y a des Algériens qui ont raté de connaître ces hommes, comme Ali Msili. Avez-vous eu des mots gentils, respectueux envers Mohamed Boudiaf et toutes les énigmes sur son assassinat? Vous avez eu patte blanche les années 90 parce que vous étiez appuyé par des généraux. Ça, c'est la première. Appuyé par des généraux. 2, parce que ces mêmes généraux vous donnaient des ordres. Et 2, 3, vous étiez incapable de dire au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, à Washington, que la nation algérienne
pourra se débrouiller toute seule dans la gestion de son terroir. Le mot ressources naturelles m'énerve. Tout son terroir, tout. Parce que dans son terroir, il y a sa culture, il y a son imbécilité. D'accord? Ça c'est tout. C'est Ahmed Ghazali, en les années 2013-2014. Les années m'échappent, les dates m'échappent. Et tous les noms que je vais citer maintenant, après, ont un rapport direct ou quasiment indirect, ou assez proche de l'Algérie. Donc en 2013, à HEC Montréal, invité par le club Avenir, présidé par le professeur en management Taïeb Hafsi, avec qui j'ai échangé. Okay. En parlant de Taïeb Hafsi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'autre professeur, le célèbre professeur, Omar Aktouf à HEC Montréal. Avec Omar Aktouf, oui, nous avons échangé des mots à HEC Montréal, dans l'immeuble Côte Sainte-Catherine, pas dans l'immeuble Jean-Briand. Vous avez animé une conférence débat, donc dans un amphithéâtre de HEC Montréal, à l'invitation de Taïeb Hafsi du club Avenir, laquelle Omar Aktouf était absent. S'il était présent une partie ou pas, il me corrigera. Parce que moi, je suis arrivé en retard à la conférence. Je n'ai assisté qu'à probablement 10-15 minutes, les 10 ou 15 dernières minutes de votre conférence débat à HEC Montréal. Souvenir est clair, pas du nom, pas du visage, mais d'une femme algérienne qui vous a agité avec une question très sérieuse, très respectueuse. Après la question de cette femme, vous avez perdu les pédales. D'accord? Quand j'étais élève à HEC Montréal, mon professeur en management s'appelle toujours Laurent Duchâtel. Si je cite son nom aujourd'hui dans ces mots qui vous sont adressés, dans mes mots qui vous sont adressés, c'est pour dire à mes compatriotes d'Algérie que Laurent Duchâtel, en plus d'être mon professeur, extrêmement sévère, exigeant à l'extrême, extrêmement sévère, exigeant à l'extrême dans la sphère scolaire, bien sûr. Pas dans ses rapports humains, non. Laurent Duchâtel était très respectueux des autres. Laurent Duchâtel en plus de m'avoir fait passer de sales quarts d'heure, il m'a aidé à proposer un plan vraiment précoce, early recovery, après les incendies qui ont frappé l'Algérie, que ce soit dans Kabylie, à l'est ou à l'ouest. M'a aidé, Laurent Duchâtel. Si je parle à l'aise, cela signifie que ça fait déjà une dizaine d'années depuis que je travaille d'une manière très pointue, très assidue sur tout ce qui touche à l'Algérie et à l'Afrique du Nord. Ça, c'est la première. 2. Laurent Duchâtel et Jean-François de Grosellier ont été toujours derrière moi.
Ils m'aidaient, ils m'encourageaient et ils me corrigeaient. D'accord? Donc, en parlant de management, c'est un vous allez. J'ignore si vous avez été payé par le club à venir ou pas. Ou par HEC Montréal. Parce que donner une conférence d'une heure à HEC Montréal, à ma connaissance, quasiment toutes les conférences sont rémunérées. En plus du billet d'avion, de l'hébergement, etc. Parlons de management. C'est comme vous êtes la quintessence même de l'opportunisme politique, de l'ingrat vis-à-vis de la révolution algérienne. Vous êtes la quintessence de l'ignorance politique, de l'insulte, de l'ignorance des bienfaits de la révolution algérienne. Et vous montrez à quel point vous êtes subordonné aux militaires. Si les militaires qui vous pressuraient les années 90, pendant que le FMI faisait ses ravages et la Banque mondiale faisait leurs ravages en Algérie, c'est la même chose qui se répète en 2023, depuis longtemps maintenant. Hein. En 2024, c'est la même chose. Hein. Ce sont les mêmes généraux, du moins, des généraux du même calibre. Ils ont été formés par eux. De même nature plutôt, de même comportement, de behavioring, de demeanor, qui ont interdit à d'autres connaisseurs de l'énergie, à d'autres économistes de l'énergie, d'animer des conférences de presse pour dire merci aux révolutionnaires algériens de nous avoir offert le 24 février 1971. Depuis que vous avez pris les rênes de Sonatrach jusqu'à Premier ministre, en passant par une candidature à la présidentielle, combien de milliards de dollars avez-vous fait perdre à la nation algérienne? D'accord? Là, je parle de milliards de dollars. J'éviterai de reparler de chiffres. Qu'est-ce qui se commençait à reparler de chiffres? Les Algériens auront des fièvres de 42 degrés. Là. Si la terre d'Algérie était sécable, c'est-à-dire si on prenait l'Algérie, on pouvait la découper en morceaux. L'Algérie, la France et l'OTAN auraient pris tout le désert algérien, ils l'auraient découpé avec de gros ciseaux et ils l'auraient déplacé vers l'Atlantique ou bien vers la rive sud de la Méditerranée pour le coller à Marseille, à Alicante, à Barcelone, pour le coller et faire l'extraction du pétrole et du gaz et être indépendant. Dans ce cas-là, que serait-il passé, Zidane Bouzali? Est-ce que la nation algérienne aurait succombé, aurait disparu? Je pense que ce serait le contraire. Libérée du massacre français, la nation algérienne se serait remise à travailler. Et elle ne serait pas malade de la Dutch disease. Actuellement, tous les Algériens sont atteints de la Dutch disease. D'accord? Que se serait-il passé d'autre? Le dinar algérien serait resté à un dinar pour un franc français. Ou mieux encore, en 2024, un dinar algérien serait égal à 1 euro ou $1 US. Je dis bien
un dinar algérien serait égal à 1 € ou 1 $ US. Pourquoi? C'est pour rendre leurs importations plus chères. Puisque l'Algérie est incapable d'exporter quoi que ce soit. À quoi ça sert d'avoir? À quoi lui servirait-il d'avoir une monnaie faible? Puisqu'elle n'aura pas, son pétrole n'a absolument rien à exporter. Mais maintenant, quel serait l'intérêt des Occidentaux à faire du dinar algérien une monnaie extrêmement forte? C'est pour rendre ces importations encore plus chères. Ces importations, elles seraient encore plus chères. Vous avez été ministre des Finances, Premier ministre, etc. Dites à vos économistes de vous expliquer ces banalités-là. Pourquoi? Pour que mes compatriotes d'Algérie comprennent simplement ça. Il suffit de voir la valeur du dirham marocain et du dinar tunisien. Le dinar tunisien et le dirham marocain sont plus forts que le dinar algérien. Parce que les exportations du Maroc et de la Tunisie sont quasiment nulles. Et celles qui sont... Parce qu'il y a aussi une affaire de contrat qui est de prix, négociation de prix qui intervient. Non. C'est un Douzali. Je vous suggère d'écouter ce que je dirai maintenant au Wali et aux universités de Tizi Ouzou. Et après, ça sera plutôt d'un aspect assez proche de la théorie, plutôt proche de la théorie, des équilibres de Nash et des techniques de négociation de Yanis Varoufakis. Merci à vous, merci à chers compatriotes. Avant d'oublier ça, vous allez. De mai 84 à avril 86, j'étais militaire. Durant mon instruction à Blida, mon commandant d'école était le défunt Ahmed Gaïd Salah. Le défunt chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. À l'époque, il était directeur commandant de l'effort. Il était commandant, ensuite lieutenant-colonel. Durant mon instruction à Blida, j'espère ne jamais rater l'occasion de le dire, de le redire. J'ai eu comme commandant, chef de section, instructeur d'armement, il nous enseignait comment manipuler les armes. Le lieutenant Mohamed Zeroual, Bariyamin Zeroual. Le lieutenant Mohamed Zeroual de l'Est. Quand je repense à lui, je repense avec émotion. Parce que j'ai vu ce qu'était le patriotisme. D'accord? J'ai vu chez Mohamed Zeroual, c'était un officier, un lieutenant, boucher bilingue. C'est-à-dire, il ne parlait qu'arabe. Il ne parlait qu'arabe. Mohamed Zeroual, الله يسمع فيها. الله يرحم كلش اللي جابتك. Vous avez parlé de la guerre de 67 et de 73 surtout, quand Boumediene est parti à Moscou pour payer une commande d'armement. La version que vous avez, à votre version, je donne ma version. C'est une version qui circule sur Internet. Hein. Je l'ai lue il y a très longtemps. Effectivement, guerre de 73, quand Boumediene est parti à Moscou pour négocier l'achat d'armement.
Il est accompagné soit du ministre des Finances de l'époque ou d'un gars de la Banque centrale. Il a eu une difficulté à avoir l'armement qu'il voulait. Il a eu une difficulté. Quel est le détail de l'armement? Bon, il suffit de chercher sur le web, on trouvera blindé, camion, aviation, etc. Oui, il avait eu des difficultés à négocier avec André Gromyko. André Gromyko, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'ex-URSS, il voulait ménager les États-Unis d'Amérique. Il voulait les ménager. Il fallait tempérer, hein, parce qu'il allait de front, il voulait éviter un affrontement direct avec les États-Unis. Déjà que la guerre d'octobre 73, ouais, octobre 73, comprend avec, pour éviter la confusion avec juin 67 et 73. Il voulait éviter l'affrontement avec les États-Unis d'Amérique. Qu'a fait Boum Dien? Quand il a vu qu'ils hésitaient, etc., Gromyko, son patron, a dit Boum Dien aurait regardé comme ça le plafond, les murs, etc. Il leur a dit suis-je à la Maison-Blanche ou au Kremlin? Boum Dien aurait dit à Gromyko suis-je à la Maison-Blanche à Washington ou au Kremlin à Moscou? Gromyko lui aurait dit qui va nous payer? Boum Dien effectivement a ordonné au responsable des finances qui était avec lui, le ministre des Finances qui était avec lui, ou bien un gars de la Banque d'Algérie. Recherchez l'histoire sur le web, il y a tous les détails. Il dit signe-lui un chèque maintenant. Effectivement. Et là, André Gromyko était pas de humeur. Boum Dien l'a plaqué au mur. Là, je suis resté dans un niveau non subjectif. Voilà. Sidi Ahmed Ghazali, vous avez une dette envers la révolution algérienne. Vous avez une dette envers la guerre de libération algérienne. Et vous avez une dette envers la mémoire des révolutionnaires que vous avez trahi. Merci.